Bonjour. Merci pour nous accueillir. Alors, ça fait presque une semaine que l'Inde a frappé le plus grand camp d'entraînement à Balakot, au Cachemire pakistanais. Au lendemain de l'incursion de l'avion de chasse indien dans le ciel pakistanais, le Pakistan dit avoir abattu 2 avions indiens. Alors, comment on peut expliquer cette tension et escalade entre l'Inde et le Pakistan dans la région du Cachemire? Ces deux pays ont des relations conflictuelles dès l'origine, dès leur naissance. On peut dire que la dissuasion nucléaire qui existe les empêche d'aller vers un affrontement généralisé, comme ils l'ont fait à 3 reprises dans le passé. Ceux d'ailleurs qui disaient en 1998, lors des essais successifs indiens et pakistanais, qu'il y aurait un affrontement nucléaire entre ces deux pays, eh bien, ont eu tort, parce que la dissuasion, ça existe. Mais en même temps, la dissuasion n'empêche pas le contournement de la dissuasion, n'empêche pas des escarmouches, n'empêche pas des attentats dont l'Inde accuse régulièrement le Pakistan, si ce n'est de les commettre directement, du moins de les encourager ou de ne pas les empêcher. Et dans ce cas-là, avec un attentat quand même très meurtrier, l'Inde a répliqué sur un camp d'entraînement, le Pakistan a nié sa responsabilité, et il y a eu quand même effectivement 2 avions indiens qui ont été abattus, et un prisonnier, un pilote indien qui a été fait prisonnier, et qui a été rendu à l'Inde. Donc le Pakistan a réussi en termes de communication une assez bonne opération, puisque alors que, disons que les regards portaient très attentivement sur eux comme responsables directs ou indirects de l'attentat, ils ont eu le geste de réconciliation en rendant de façon pacifique et sans heurte le pilote à son pays. Donc ils ont su assez habilement refermer une page qui aurait pu être gênant pour eux en termes finalement de non-vigilance par rapport au terrorisme. Ok. Et le Pakistan a fermé son espace aérien jusqu'au nouvel ordre. Pensez-vous qu'il y aura une escalade de tensions ou les deux pays vont-ils s'accorder sur une sortie de crise? Là, on est plutôt vers la sortie de crise. Et d'ailleurs, l'Inde se pose des questions puisque 1 ou 2 avions ont été abattus et donc ça met en cause un peu la supériorité militaire indienne qui paraît nette pour l'instant, mais qui n'est pas aussi évidente avec cela. Et donc ça inquiète les Indiens qui ont hâte à ce que les Rafales soient en service, puisqu'il n'aurait pas eu cet incident, sinon cette perte matérielle. Mais effectivement, on va plutôt refermer l'épisode. Il y a une sortie de crise. Le Pakistan a restitué le prisonnier indien sans faire de problème. Et donc les deux essayent de sortir de cette crise qui est gênante pour les deux. Et effectivement, cet attentat est quand même a été très meurtrier. Et les deux ont intérêt à montrer qu'il y a une réconciliation. Mais cette réconciliation est provisoire parce que l'on sait que fondamentalement, la question du Cachemire est existentielle entre l'Inde et le Pakistan. Pour les Pakistanais, comme la région est majoritairement peuplée de musulmans, elle doit revenir aux Pakistanais, mais pour les Indiens, comme leur pays est un pays multiconfessionnel, le fait qu'elle soit majoritairement peuplée de musulmans ne doit pas l'empêcher d'être sous contrôle indien. Et au milieu, c'est quand même la population cachemiri qui souffre parce que l'occupation indienne est de plus en plus mal perçue au Cachemire. Et comment exactement la crise est perçue par les grandes puissances telles les États-Unis, la Russie et la Chine? Est-ce que l'Union européenne a-t-elle un rôle à jouer dans cette nouvelle problématique ou pas? Très peu. Alors tout le monde a appelé bien sûr à la retenue, comme ça se fait à chaque fois qu'il y a une crise, mais chacun a son agenda. On peut dire que dans l'affaire, c'est plutôt la Chine qui peut avoir une influence sur le Pakistan et les États-Unis sur l'Inde, du fait des liens très, très précis. Et ils ont appelé effectivement à la retenue de façon peut-être plus efficace que l'Union européenne, mais en même temps, ni New Delhi ni Islamabad n'avaient intérêt à ce qu'il y ait une escalade qui pourrait les entraîner vers des situations tout à fait incontrôlables. Donc on peut dire en fait que même sans intervention extérieure, les deux pays, l'Inde et le Pakistan, avaient intérêt à refermer le plus vite possible cette crise. Merci. Alors, dans 3 mois, les citoyens européens ils éliront leurs représentants au sein de parlement. Or, depuis plusieurs années, le continent il observe une montée en puissance des extrémismes, soit à droite, soit à gauche. Alors, je vous demande, y a-t-il un risque d'avoir une percée de ces partis populistes? Alors, j'aime pas trop le terme de parti populiste parce que on ne sait pas trop ce que ça recouvre.
Parlons plutôt de l'extrême droite parce que c'est ça dont il est question. L'extrême droite se renforce en Europe. 10 gouvernements sur 28 sont des coalitions où l'extrême droite est présente. Et on peut penser qu'il n'y aura pas un reflux lors des élections européennes, mais plutôt une confirmation, voire même une poussée supplémentaire. La crise économique de 2008 qui n'est pas tout à fait terminée et qui a eu un coût extrêmement important. Et puis les débats sur la crise des réfugiés en 2015, les débats également sur la sécurité ont amené un raidissement. Et c'est plutôt des partis en fait anti-immigrés, anti-musulmans et donc d'extrême droite qui ont gagné de l'importance et dont on peut penser qu'ils ne seront peut-être pas le premier parti au niveau du Parlement européen, mais qu'ils seront certainement encore plus forts que lors des dernières élections, puisque depuis les élections européennes, ils ont monté dans des pays où ils n'étaient pas présents, comme en Allemagne et en Espagne notamment. Merci, c'est très intéressant. Alors, dans ces dernières années, plusieurs pays européens, voire la Pologne, l'Hongrie et les autres que vous avez déjà commentés, ont opté pour des gouvernements plus conservateurs et il y a des personnes qui pourraient dire quand même autoritaires. Alors, à quel point est-ce qu'on doit prendre cette tendance en Europe? Est-ce que c'est une chose est-ce qu'on a en tournant vers l'extrémisme et en déclin de la démocratie dans le continent? Alors, ce qu'on doit craindre, certains s'en réjouissent puisqu'ils votent pour ces partis-là, et d'autres s'en effraient parce qu'effectivement, ils considèrent que les valeurs d'extrême droite ne sont pas les valeurs européennes, que la défense des minorités, la défense de l'opposition et le respect des libertés publiques fait partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne qui s'est bâtie là-dessus, et que des pays comme notamment la Hongrie, la Pologne aujourd'hui ne les respectent moins en tous les cas, et qu'on est effectivement loin de l'unanimité européenne. Il y a une douzaine d'années, on avait mis de côté le gouvernement autrichien parce que l'extrême droite y était présente. Là, on voit que malgré la présence de partis d'extrême droite dans de nombreux gouvernements européens, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est effectivement, pour ceux qui croient aux valeurs de l'Union européenne, c'est extrêmement inquiétant. Et en même temps, il ne suffit pas de dénoncer cela, il faut aussi réfléchir aux causes et ne pas uniquement vouloir dénoncer les effets. Et ce n'est pas en faisant des leçons de morale aux différentes sociétés civiles que l'on changera les choses. Il faut comprendre les raisons de cette colère et lutter contre cela, notamment peut-être que la question sociale a été trop longtemps oubliée au sein de l'Union européenne. Et vous pensez alors que ce serait plutôt à cause de la difficulté que ces personnes ont de se faire représenter dans ces institutions, qu'il y aurait ce type de euroscepticisme? C'est qu'il y a une dégradation des conditions économiques et sociales pour une grande partie des classes moyennes européennes ou des classes défavorisées. Certains n'y arrivent plus, d'autres voient leur position mise en danger et ont peur d'un déclassement, et donc ils vont effectivement voter pour des partis qui jusqu'ici n'ont pas été au pouvoir et qui ont un discours, faisant reporter la responsabilité de cela sur l'immigré, sur d'autres, et c'est quelque chose qui est très tentant pour certains, même si ce n'est pas tout à fait vraiment peut-être les véritables causes. Et donc une fois encore, il faut traiter les problèmes au fond, mais pas en faisant des leçons de morale qui ont assez peu d'impact sur ceux qui sont en colère et qui expriment un vote de colère. Peut-on dire que les élections européennes seront un type d'affrontement entre ceux qui croient dans les bienfaits de la mondialisation et du libéralisme contre une volonté de protectionnisme, c'est-à-dire le multilatéralisme contre ceux qui défendent le retour à un unilatéralisme? Alors effectivement, il y a en Europe certains qui ont gagné dans à la fois la construction européenne ou la mondialisation, c'est à peu près les mêmes classes sociales, et d'autres qui estiment qu'ils sont perdants tant de la construction européenne qu'ils n'ont pas suffisamment protégé socialement que de la mondialisation qui est venue attaquer leur emploi, leur situation sociale. Il y a bien on voit bien, on l'a vu en France, entre le vote du premier tour où la moitié de l'électorat français en 2017 s'est exprimé contre l'actuelle construction européenne, donc sous différentes formes. On a vu que le vote du Brexit. Et donc, ce qui est important, c'est de réconcilier ces deux Europes, de ne pas les opposer, mais les deux existent. Et pour l'instant, on peut dire que ceux qui s'estiment perdants n'ont pas eu de réponse satisfaisante pour eux. Et donc, peuvent continuer à voter pour de la même façon, parce qu'ils estiment que leur colère, leur déclassement n'a pas été prise en compte. Alors ces colères socio-économiques contre la situation même économique, politique, sociale, elles sont répandues dans un sens avec une insatisfaction avec la démocratie et le système européen en fait.
Disons que ceux qui estiment qu'ils sont socialement défavorisés estiment que la démocratie ne remplit pas leur assiette et que le système démocratique classique, qui peut avoir des avantages, ne vient pas satisfaire leurs exigences. Et ils ont surtout le sentiment que c'est un système qui n'est pas fait pour eux et qu'on élit des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts de classe ou leur intérêt de ceux qui ont voté pour eux, dont ils ne font pas partie. Et donc effectivement, il y a un désenchantement par rapport à la démocratie pour une large partie de l'électorat. Très intéressant, merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder la question de la représentation d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence algérienne, afin de briguer un 5e mandat. Et ma première question sera donc en 3 parties. Premièrement, après donc, presque 20 ans passés au pouvoir à ce jour et des conditions de santé très dégradées, pourquoi est-ce que Abdelaziz Bouteflika justement repose encore sa candidature pour un 5e mandat à la présidence algérienne? Que se passerait-il s'il n'arrivait pas au bout de ce 5e mandat pour des raisons personnelles ou des raisons de santé? Et à qui est-ce que cela pourrait bénéficier? Alors il se représente parce que ceux qui le soutiennent lui-même estiment que c'est le plus petit des émetteurs communs et il joue, l'argument officiel est de dire de jouer la stabilité. Bouteflika est le rempart contre le retour à l'instabilité et à la guerre civile qui avait très durement et violemment frappé le pays dans les années 90. Mais beaucoup estiment que ceci ne suffit plus, que c'était vrai pendant quelques temps, qu'effectivement Bouteflika a apporté la réconciliation, mais qu'on ne peut pas, au nom de la réconciliation, aller vers un immobilisme et qu'une population très jeune ne se sent pas représentée par Bouteflika, qui d'ailleurs n'a même pas déposé lui-même sa candidature. Et donc il est plutôt le représentant d'intérêts autres que lui-même. Il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat, puisque pour faire passer un peu sa candidature très contestée, il a annoncé qu'il y aurait des élections anticipées, peut-être pour que le régime prenne le temps de trouver un successeur qu'ils n'ont pas trouvé depuis 5 ans. Bouteflika a eu un solide accident de santé en 2013, donc on aurait pu penser quand même qu'on aurait trouvé une solution pour le remplacer, sachant que la date des élections était prévue depuis longtemps. Et donc on voit un peu que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas prévu cette colère populaire, n'ont pas prévu le nom, et que les gens qui s'accommodaient bon gré mal gré de la présence de Bouteflika parce qu'il avait été élu et qu'il y avait un mandat, ont estimé tout à fait insupportable qu'il se représente une nouvelle fois, alors qu'on peut estimer qu'il n'a pas tout à fait les moyens de gouverner. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un moyen pour son frère également d'accéder au pouvoir une fois que Bouteflika l'aura Alors on parle beaucoup effectivement de tout son entourage qui, si Bouteflika n'a pas les moyens lui-même de gouverner 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 le pays, d'autres sont autour de lui, et on parle effectivement de son entourage qui, disons, suppléerait à ses défaillances physiques. Merci. Et vu les contestations actuelles qu'il y a en Algérie, surtout venant des jeunes et des étudiants, on l'a vu même en France, ici à Paris, est-ce que vous pourriez imaginer l'équivalent d'un printemps arabe en Algérie dans les années à venir? C'est un enjeu qui est fondamental parce que, en fait, le printemps arabe avait suscité des vagues d'espoir qui ont toutes été refoulées, sauf en Tunisie. Mais sinon, le spectacle que donne le monde arabe, ce sont les guerres civiles, les révolutions massacrées, une répression tout à fait sanglante et violente. Et il y a l'exception tunisienne avec un changement de régime pacifique débouchant sur la démocratie. Ce qui se passe en Algérie est tout à fait fondamental. Si effectivement la population est écoutée, qu'il y a des élections tout à fait libres, un changement de génération, eh bien on peut dire que ça sera peut-être une seconde étape pour un printemps arabe qui a très largement été avorté en 2011. Et il y a aussi le risque de l'affrontement. Donc en fait, parce que le pouvoir en place n'acceptera pas cette colère populaire. Est-ce que la colère va rentrer dans son lit? Est-ce que le fleuve de la colère va rentrer dans son lit parce que les gens vont dire bon, on va accepter cela? Ou est-ce qu'elle est inarrêtable? Est-ce que l'on va trouver une solution? Ou est-ce qu'il y aura finalement une solution de force? C'est tout l'enjeu et les dés sont en train de rouler. Mais cela, on peut dire que ça concerne bien sûr l'Algérie au premier chef, mais ça concerne aussi la France qui est un partenaire important, mais ça concerne aussi tout le monde arabe. Et s'il y avait effectivement un changement pacifique de gouvernement en Algérie avec des élections libres, transparentes et contestées au sens
démocratique du terme, et ça serait quelque chose de formidable et ça pourrait certainement redonner à l'Algérie un rôle de modèle pour le monde arabe. L'Algérie historiquement était souvent à l'avant-garde du monde arabe, après bien sûr la guerre d'indépendance. Dans les années 70, lorsqu'elle plaidait pour l'ensemble du tiers-monde, peut-être ça serait l'occasion de trouver un troisième souffle pour la révolution algérienne. Merci. Vous parliez d'affrontement, on pense à l'affrontement avec le peuple et avec les partis opposants, évidemment. D'après vous, quel serait le parti d'opposition, car ils sont tous aujourd'hui un petit peu dispersés, qui serait le plus enclin à briguer la présidence? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'opposition structurée face à Bouteflika et que les autres candidats n'ont pas beaucoup de chance, mais c'est peut-être dans la crise actuelle que de nouveaux leaders peuvent se détacher en étant en phase avec les aspirations de la jeunesse et de la population. Merci. J'en viens à ma dernière question. Si jamais aujourd'hui ou demain, le président Bouteflika venait à perdre les élections, ce qui évidemment est peu probable, qu'est-ce que cela pourrait représenter pour le Maghreb, notamment je pense au conflit que l'Algérie peut avoir avec le Maroc, ou au sein du monde arabe également? Si les élections ont lieu et que Bouteflika est candidat, qu'il maintient jusqu'au bout sa candidature, il est peu probable qu'il perde les élections. Et donc la nouvelle page sera à écrire après. Mais une fois encore, on va voir ce qui va gagner entre le désir de changement et la volonté d'immobilisme. Merci beaucoup M. Boniface pour cet entretien et vous pourrez retrouver une nouvelle émission d'ici un mois. Merci.